celui qui, euh, qui Je est la lance démocratie. Ouais, on a. l'enregistrement. D'accord. Alors, ça va être difficile de rétro-pédaler pour récupérer le début de ce qui a été dit, mais donc on reprend au point de départ, qui est le constat largement partagé, qui est celui d'une crise, profonde crise de confiance que traverse la démocratie représentative. Et cette crise de confiance, elle est double. C'est d'une part une crise par le bas, une crise qui se traduit par des facteurs comme la hausse de l'abstention, une poussée de la défiance à l'égard des institutions politiques et plus largement une perte d'espoir dans la capacité du système politique à répondre aux défis de notre temps. Et la crise démocratique est aussi une crise par le haut, c'est-à-dire une crise des élites politiques qui sont très souvent réticentes à réformer les institutions et à partager le pouvoir. La démocratie, je rappelle ce constat, il est important d'avoir en tête que la démocratie s'érode par en haut, elle s'érode par en bas, mais aussi par en haut, elle s'érode également par ceux qui sont censés en être les garants. Autre point à avoir à l'esprit, c'est que cette crise de confiance dans la démocratie représentative, dans la démocratie électorale, ne signifie pas pour autant un rejet des valeurs démocratiques. Les grandes enquêtes sociales internationales, et plus spécifiquement en France, le baromètre de la confiance politique, montrent que les citoyens, en France comme ailleurs, continuent d'exprimer un attachement massif aux valeurs démocratiques. Ça contraste avec le narratif qu'on entend parfois, qui est un narratif couramment répandu dans les médias, qui est celui de la fatigue démocratique. Les Français seraient fatigués de la démocratie, ce qui justifierait des leaders forts et des solutions autoritaires. En fait, quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a pas du tout un rejet des valeurs démocratiques, au contraire, un attachement fort aux valeurs démocratiques. Et ce que les Français et les Européens contestent, c'est pas la démocratie en tant que telle, mais plutôt une forme de déni démocratique, c'est-à-dire des institutions qui n'écoutent plus, des mécanismes électoraux qui sont déconnectés des attentes réelles et une vie politique qui est perçue comme verrouillée. Et plusieurs mouvements sociaux récents montrent aussi une exigence de souveraineté populaire ou à tout le moins une volonté des Français d'être associés plus étroitement à la fabrique des choix publics, voire même de participer directement à la prise de décision. Et la confiance politique, elle est au cœur de cette équation. Alors, contrairement à une idée reçue, la confiance politique, la confiance envers les institutions politiques, ne se résume pas à une opinion, ne se résume pas à une opinion positive envers les institutions. Les universitaires ont théorisé la confiance politique comme étant une relation sociale, comme étant une relation dans laquelle un citoyen, on dit un agent A, accepte que un autre agent, une autorité politique, un agent B, prennent des décisions en son nom. Prennent des décisions en son nom à condition que cette autorité politique agisse avec différents critères, enfin selon différents critères, que sont pour l'essentiel la compétence, l'intégrité et l'impartialité. Et ce point est important. La confiance, elle suppose des critères qui font que celle-ci va être attribuée ou non. Alors, dans la littérature internationale, on parle de trustworthiness pour désigner les conditions dans lesquelles les institutions sont perçues comme étant dignes de confiance. Autrement dit, la question, c'est pas simplement est-ce que les gens ont confiance, est-ce que j'ai confiance, mais plutôt, et c'est ce déplacement de perspective qu'il faut s'attacher à faire, les institutions méritent-elles ma confiance? Ou à quelles conditions des institutions politiques vont être perçues comme méritant ma confiance? Et ce champ-là de littérature sur la trustworthiness, quelque chose qui se traduit pas très très bien en français, mais l'idée sous-jacente, c'est qu'une démocratie solide, elle ne va pas reposer sur un mandat aveugle, sur une confiance aveugle, mais elle va aussi reposer sur une capacité citoyenne à évaluer et à vérifier. Autrement dit, il y a un équilibre entre confiance et vigilance. Comme le disent des universitaires comme Pippa Norris, c'est trust but verify. Autrement dit, la confiance politique n'est pas complètement assimilable à une pure délégation, mais elle repose sur des mécanismes effectifs de redevabilité, d'inclusion, de transparence, d'écoute, etc. Et dans ces conditions-là, la confiance devient quelque chose comme un jugement informé sur la capacité des institutions à servir le bien commun. Un jugement informé, ça veut dire un jugement qui va se nourrir d'expériences concrètes, qui va se nourrir aussi de preuves tangibles et d'un droit fondamental au doute démocratique, parce qu'un certain degré de défiance, d'une certaine manière, est fonctionnel dans des démocraties avancées. Alors, on a, euh, on a une tension entre un attachement normatif fort à la démocratie et une déception pratique vis-à-vis des institutions politiques. Cette tension, on peut la
voir comme étant quelque chose qui va ouvrir un espace d'action, un espace d'attente, un espace d'exigence, mais aussi un espace de créativité démocratique. Et c'est là que les innovations démocratiques interviennent. Les innovations démocratiques interviennent comme des réponses institutionnelles à une demande grandissante des citoyens de participation au choix public. Alors, pour préciser un petit peu ce terme, qui est parfois reçu comme étant contre-intuitif, parce que des innovations, c'est pas forcément des dispositifs ou des process qui sont absolument innovants au sens où ils auraient été créés très très récemment. Ça peut être parfois des pratiques très anciennes et très routinisées de démocratie directe, mais ce qu'on appelle habituellement des démocraties, pardon, des innovations démocratiques, ce sont des dispositifs, des processus ou des institutions qui sont conçus comme permettant de renouveler les pratiques démocratiques traditionnelles en renforçant la participation directe des citoyens et la délibération collective. Alors, je passe un peu vite là-dessus parce que tout ça est connu des unes et des autres. Quand on parle d'innovation démocratique, on distingue souvent deux grands types de dispositifs. Les premiers sont les innovations de type délibératif. Donc là, on parle des mini-publics, on parle des jurys citoyens, on parle des conventions citoyennes qui vont s'appuyer sur le dialogue argumenté, sur l'écoute mutuelle et sur le raisonnement collectif. Et en s'appuyant sur le dialogue, l'écoute, Est-ce que vous avez le même problème que moi? Vous Oui, entendez? Oui. oui. citoyen, euh, d'autres- Frédéric, tu as été oui. coupé. Ah, Ta connexion marche pas très bien. Là, ça revient, mais il y a une minute pendant laquelle on t'a pas entendu. Damned. Euh, À partir de délibératif, sur Oui, les deux, c'est ça. voilà. Ok, donc il y a un premier type d'innovation démocratique, c'est les innovations délibératives, mini-public, jury citoyen, convention. Désolé pour le Wi-Fi qui a dû sauter, qui s'appuie sur l'idée d'un dialogue argumenté, d'une écoute mutuelle et avec le pari, la promesse que le dialogue, l'écoute, le raisonnement collectif vont permettre une montée en compétences démocratiques. Et les études empiriques qui sont menées en France et surtout à l'international montrent effectivement que les participants à des innovations délibératives vont, à travers ces expériences-là, développer une plus grande confiance dans les institutions politiques parce que cette plus grande confiance sera appuyée sur une meilleure compréhension des processus décisionnels et des enjeux des processus décisionnels. Ça, c'est pour le premier grand type d'innovation démocratique, les innovations délibératives. Le deuxième grand type, vous l'avez compris, ce sont les innovations directes, qui relèvent de la démocratie directe, comme les budgets participatifs, les référendums d'initiative citoyenne, les pétitions. Là, l'idée est un petit peu différente. L'idée, c'est qu'on va valoriser l'autonomie des citoyens et leur capacité à impulser des décisions collectives, voire à décider directement eux-mêmes. Et ces innovations-là directes, elles sont supposées répondre au besoin d'avoir une prise directe sur les choix collectifs. Alors évidemment, les présenter comme ça, innovation délibérative d'un côté et innovation directe de l'autre, ça ne doit pas laisser l'impression que les deux logiques sont concurrentes. Au contraire, l'hybridation des innovations délibératives et des innovations directes est aujourd'hui un enjeu stratégique sur lequel on va travailler un petit peu plus tard. Et l'enjeu étant d'arriver à combiner de la délibération approfondie avec des mécanismes de mise à l'agenda et de décision populaire. Alors, le rapport que je mentionnais précédemment, on a montré que les innovations démocratiques, de quelque type qu'elles soient, elles peuvent contribuer à restaurer la confiance politique, mais pour autant qu'elles remplissent quatre conditions. Alors, pour résumer, la première condition que les innovations démocratiques doivent remplir pour restaurer la confiance politique, c'est d'offrir un réel pouvoir aux décisions, aux citoyens, pardon, un pouvoir de délibération ou même un pouvoir de décision. Donc, pas simplement une logique d'activation, mais plus profondément une logique d'empouvoirment des citoyens. La seconde condition pour que les innovations démocratiques suscitent de la confiance politique, c'est que la participation doit avoir un impact concret. Autrement dit, que ces dispositifs s'inscrivent dans des chaînes de décision bien identifiées et qui respectent les engagements initiaux. La troisième condition pour qu'une innovation démocratique marche, c'est aussi de garantir l'inclusion
et la pluralité des voix, et en particulier des publics habituellement marginalisés. Et la dernière condition euh, et ça fait écho au troisième défi, que une innovation démocratique, pour qu'elle puisse impacter positivement la confiance politique, elle doit faire l'objet d'une évaluation, idéalement une évaluation qui soit continue, qui soit co-construite et qui soit transparente. Alors, euh, après cette introduction générale, j'en viens à quelques mots sur les trois défis prioritaires qui vont nous occuper, qui vont vous occuper lors des ateliers. Le premier défi, c'est donc le défi du CARE, d'une certaine manière, c'est peut-être la première condition, au sens où c'est une précondition d'une démocratie renouvelée. Et la première condition d'une démocratie renouvelée, euh, c'est prendre soin des conditions même de la participation. C'est ce qui commence à être théorisé aujourd'hui dans le champ académique comme étant le care démocratique. Et le care démocratique est une pratique politique à part entière qui va consister à créer, maintenir ou réparer des espaces communs qui sont nécessaires à la délibération, qui sont nécessaires à la reconnaissance mutuelle, nécessaires à la prise de décision et aussi à leur contestation. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique de reconnaître et de prendre au sérieux les préconditions de la participation. Et ces préconditions de la participation, elles sont matérielles, affectives, symboliques. On peut les résumer à travers un ensemble de mots-clés: l'accueil, la sécurité, l'écoute réelle, l'accessibilité, le respect de la diversité et peut-être plus essentiellement le care démocratique implique aussi de lutter contre les formes silencieuses de marginalisation, contre toutes les pratiques d'exclusion et les pratiques d'auto-exclusion qui font que la participation, même quand elle est ouverte en théorie, elle peut être très verrouillée en pratique. Et cela rejoint une autre dimension du care démocratique qui a été pensée par les éthiques féministes et qui implique de prendre au sérieux le fait que toute pratique démocratique repose sur une espèce d'infrastructure invisible qui est souvent assurée par les plus vulnérables. La disponibilité, l'attention, le soutien, la traduction, la médiation, tout ça renvoie à une division du travail démocratique que font vivre les institutions officielles, mais aussi que font vivre les milieux associatifs, que font vivre les individus et les citoyens ordinaires par leurs pratiques informelles. Autrement dit, il y a une division du travail démocratique qui n'est pas strictement institutionnelle et dans laquelle les personnes et les personnes aux marges jouent souvent un rôle clé. Alors, pour une grande partie d'entre vous qui êtes des praticiens ou des techniciens de la démocratie, ça peut vous paraître extrêmement trivial ce que je vous dis là, mais ça l'est moins, disons, dans l'univers académique où on s'appuie beaucoup sur une vision, disons, libérale qui sépare sphère privée et sphère publique. Et cette approche par le care démocratique, elle invite à replacer la démocratie en dehors des institutions, dans le tissu concret de la vie sociale. Et en fait, elle invite à requalifier la démocratie comme un ethos démocratique, comme une façon d'être ensemble. Donc j'en viens au deuxième défi, le défi de la garantie et de l'évaluation, qui lui touche à ce que dans le jargon universitaire, on appelle la confiance procédurale. Dans un contexte de méfiance généralisée, il ne suffit plus d'annoncer des dispositifs participatifs, il faut garantir qu'ils fonctionnent bien, que la procédure elle-même soit digne de confiance. Il faut en garantir l'intégrité, la transparence, la redevabilité, etc. Et c'est ici qu'intervient la figure du tiers garant qui a été mise en chantier par l'ICPC. Pour qu'un dispositif participatif soit digne de confiance, il doit être perçu comme impartial, protégé des interférences politiques et adossé à une instance crédible. On considère généralement que le tiers garant, alors qu'il soit une autorité morale, qu'il soit une commission indépendante, qu'il soit une instance pluraliste, que le tiers garant joue un rôle essentiel dans l'instauration de la trustworthiness ou des conditions dans lesquelles un processus va être digne de confiance. Donc, l'idée du tiers garant ou l'objectif du tiers garant, là aussi, il implique une petite pirouette intellectuelle où il ne s'agit pas simplement de faire participer, mais de pouvoir faire confiance dans la participation elle-même.
Alors, ça ouvre tout un ensemble de questions. Dans le flyer, vous en avez épinglé certaines qui évaluent selon quels critères, comment évaluer l'auto-évaluation entre initiés. Et ce que je voudrais noter ici, c'est que ce défi renvoie aussi au défi du CARE, au sens où on peut avoir à repenser des modalités d'évaluation pour aussi évaluer la capacité des institutions à représenter des intérêts absents. Le CARE peut être un objectif même de l'évaluation, d'une nouvelle forme d'évaluation par un tiers garant. Donc l'idée étant d'aller, vous l'avez compris, vers des modalités d'évaluation qui soient pas simplement techniques, mais qui soient aussi réflexives, qui soient inclusives et qui évaluent la capacité d'un dispositif à représenter encore une fois des intérêts absents, des intérêts minorés, des intérêts peu audibles. Et dernier défi, désolé si je suis un petit peu long, je vais accélérer, quel défi de l'hybridation démocratique. Euh, Pour dépasser l'essoufflement des initiatives démocratiques ponctuelles qui répondent à la communication politique, il y a effectivement un enjeu consistant à penser une démocratie hybride, une démocratie qui est en capacité d'articuler différentes formes de participation. Alors, euh, il existe tout un ensemble de travaux théoriques en termes d'écologie délibérative, en termes d'assemblage démocratique, qui invitent d'une part à sortir d'une vision unique de la démocratie, c'est-à-dire une vision représentative de la démocratie, et qui invite aussi à sortir d'une vision linéaire, qui peut être linéaire descendante ou linéaire ascendante de la démocratie. Et ces travaux suggèrent au contraire de penser les pratiques et les registres démocratiques comme un ensemble fluide, interconnecté en constante recomposition et en constant bouclage. Donc de penser des boucles permanentes entre interpellation, délibération, soins, représentation, etc., etc. Pourquoi? Parce que chacun de ces registres, chacune de ces pratiques vont répondre à des fonctions spécifiques, à des objectifs spécifiques, mais qui sont interdépendants. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà plein d'exemples concrets de ça. Il existe des exemples concrets. On peut penser à la troisième chambre citoyenne en Belgique, qui est un exemple assez unique de parlement citoyen institutionnalisé, où vous avez un panel de citoyens tirés au sort qui est en charge de délibérer sur des sujets d'intérêt public et de formuler des recommandations au Parlement régional. On peut aussi penser à la Citizens Initiative Review en Oregon. Là, l'idée, c'est quand une proposition de loi est soumise au vote populaire par référendum. Avant cela, un panel représentatif de citoyens est tiré au sort, constitué, et va examiner en profondeur la mesure, va auditionner des experts, auditionner des parties prenantes, pour rédiger une synthèse qui se veut impartiale et qui va être intégrée au matériel électoral officiel. Et là, on a quelque chose qui est assez intéressant, qui est assez hybridant et qui se veut comme étant une réponse innovante aux limites cognitives de la démocratie directe, en cherchant à mieux informer le jugement citoyen. On peut aussi penser aux votations suisses. Donc, au total, euh, à travers le défi de l'hybridation démocratique, l'enjeu est de sortir de la logique du projet pilote, de la logique de la démocratie d'appoint, de la logique des accessoires démocratiques et de construire quelque chose qui soit de l'ordre d'une architecture démocratique au-delà d'un assemblage de bonnes pratiques. Donc, pour le dire avec un peu un gros mot, une sorte d'écosystème politique où les citoyens ne sont pas invités ou consultés, mais plutôt attendus, écoutés et reconnus dans leur souveraineté. Je pense que c'est le bon mot pour m'interrompre, le mot de souveraineté. Donc vous allez inviter, enfin vous êtes invité à explorer ces défis en petits groupes à partir de vos expériences, de vos doutes, etc. Et j'espère que le cadrage n'a pas été trop universitaire, je m'excuse pour cela. C'est ma pente naturelle et je sors un petit peu de ma zone de confort en essayant de faire une transition vers un espace de travail qui se veut un espace de travail collectif et non un colloque académique. Donc voilà, voyez-le comme une invitation à croiser vos pratiques, à croiser vos doutes, à croiser vos intuitions. Un grand merci, Frédéric. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment très, très intéressant. Complètement dans les sujets voilà, sur lesquels on sent bien qu'il faut qu'on avance. Donc, merci beaucoup, vraiment.
Et je pense que ça va nous aider effectivement à rentrer dans ces trois sujets. Euh, donc Frédéric va circuler entre les trois groupes qu'on va constituer, puisqu'en fait, nous invitons aussi Frédéric à nous faire une petite conclusion à la fin. Voilà, alors, je ne sais pas si le mot conclusion est un bon terme, mais en tout cas, un petit retour sur ce qu'il aura entendu dans les trois groupes de travail. Euh, Swan, est-ce que je te laisse la parole pour organiser les trois groupes de travail? Bonjour à tous et à toutes. Normalement, les salles ont été créées en fonction de vos désirs d'inscription. On a parfois dû rééquilibrer légèrement les groupes parce qu'il y avait eu quelques petits groupes qui avaient été un petit peu plus mineur, on va dire, par rapport aux autres. Donc, on vous a réparti de façon égale, mais en tentant de respecter au maximum vos choix. Donc, on va pouvoir vous rediriger maintenant vers les salles. On va travailler avec un tableau blanc afin de pouvoir mettre nos idées sur post-it, pouvoir les classifier. Donc, si jamais vous avez des soucis, il y aura donc forcément une animatrice, donc Sylvie, Caroline et moi-même par salle pour vous guider, pour vous aider et qu'on puisse mettre en discussion. Donc, je vais vous déplacer dans les salles et si vous avez un quelconque problème technique, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat. Donc, je vous invite à rejoindre l'équipe. Je vais ouvrir dès à présent. Voilà. Caroline et Héloïse, vous êtes coincés. Vous êtes coincés aussi comme moi. Ouais, je sais pas trop comment. Je voulais changer de salle en fait. Oui. J'aurais pas dû. Et normalement, sur Zoom, ouais, un lien s'affiche pour naviguer, mais peut-être qu'il faut simplement quitter la réunion. Je pense pas. Mais alors, je pense qu'elle est partie en effet. Note, tableau blanc, appli. Hmm. Je vais. Je vais de mon côté rejoindre Caroline, qui est l'animatrice, dans une salle à côté. C'est possible de lui demander Oui, absolument. Oui, oui, je de lui me dire. mettre dans la salle hybridation. Si j'arrive. Bon, peu importe laquelle. Merci. Oui. Et Héloïse aussi, est-ce que si vous êtes là, bon, Pas l'impression que. je ne vous garantis pas que ça marche. Ok, merci.
se retrouvent tous petit à petit dans la grande salle. On arrive. Est-ce que tout le monde est là? Frédéric, est-ce que tu as pu tourner un petit peu entre les salles? Hélas, hélas non. Mince. Hélas non, je n'ai pu être, je suis resté coincé, mais non sans plaisir, dans la salle dédiée à l'hybridation démocratique. Bon, alors bon, bah, du coup, tu peux peut-être nous faire un petit retour de cette salle et puis les uns les autres, on fera un petit retour sur les autres aussi. Oui. Alors d'abord, le boomer que je suis a apprécié le passage en mode radio libre, parce que les outils n'ont pas fonctionné, donc autant pour la Civic Tech, hein. Et donc voilà, chacun a pu s'exprimer. Donc le moment retour d'expérience en mode radio libre était agréable. Plus sérieusement, plus sérieusement, je voudrais souligner comment dire ça, pas la maturité des interventions, la maturité des prises de parole, parce que qui suis-je pour juger de la maturité des prises de parole? Mais les interventions des unes et des autres s'appuyaient vraiment sur des savoir-faire extrêmement aboutis. On sent une expérience, une expertise, une intime connaissance et aussi une intime conviction des dispositifs, de leurs limites, etc. Alors, ça peut sonner comme une surprise. En fait, je suis pas véritablement surpris pour avoir, dans le cadre du projet Trudem, fait ou lu une série d'entretiens avec des cadres intermédiaires de la participation ou des cadres non élus de la participation. Euh, j'ai pu réaliser à quel point ils étaient mieux informés, mieux formés que les élus sur les enjeux, sur les marges de manœuvre institutionnelles, etc. Et ça m'amène finalement au point sur lequel une partie de la discussion s'est fixée, qui est l'absence de volonté politique. Ce que Eric a résumé en un mot qui dit tout, ça ne suit pas. Et ce qui est aussi des prises de parole de Virginie et d'Emmanuel sur aller au-delà de la participation, fonder un projet politique, etc., etc. Et du coup, je pense que le défi qui n'était pas dans la liste des défis listés, et le défi à venir, non des moindres, c'est d'arriver à entraîner de la volonté politique. Pour le dire autrement, de transformer une forme d'expertise dont les unes et les autres sont ici dépositaires, soit individuellement en tant que technicien, soit collectivement en tant qu'association, etc. Transformer votre expertise en capacité de plaidoyer. En capacité de plaidoyer Mhm. pour surmonter les réticences des élus, des élites politiques. Euh, oui, je dis pour, je sais pas si Tiffany, oui, Tiffany qui est encore là, qui a fait une prise de parole intéressante aussi. Donc, ouais, d'arriver à surmonter la propension des élus au statu quo. Et je vois trois points d'appui qui ont émergé des discussions. Le premier point d'appui, ça a été mentionné, je crois, par Emmanuel, s'appuyer sur le droit constitutionnel à la participation, qui me semble être le point d'appui juridique, l'un des points d'appui les plus solides en l'état, et sur lequel l'expertise des cadres techniciens, administrateurs de la participation est véritablement plus solide que les élus. Donc ça, c'est le premier point, s'appuyer sur le droit constitutionnel. Le deuxième point, alors ça a été évoqué dans différentes d'expériences partagées, notamment par Caroline autour du laboratoire de l'hospitalité, des guides du nouvel arrivant, etc. Embarquer les parties prenantes et embarquer les élus également. Et puis le dernier point qui est lié au second, dans une logique de co-construction, bah, de former aussi les élus. Et Eric l'a résumé, je reprends vos mots, Eric, c'est notre travail à nous d'aller vers eux. Euh, voilà. Donc, je regrette de ne pas avoir pu déambuler dans d'autres salles. Donc je m'arrêterai là. Bon, effectivement, on a eu des soucis techniques, nous aussi, de notre côté. Dans notre salle, on avait fait un super tableau blanc qu'on n'a pas pu utiliser, donc on a jonglé avec. Euh,
Alors, du coup, moi, c'est plus difficile pour faire un retour sur ma salle parce que j'avais à la fois le rôle d'animatrice et donc je ne pouvais pas être observante. Et du coup, c'était bien un des sujets de notre groupe. C'était la question de comment être garant. On ne peut pas être complètement dedans quand on est garant. Il faut effectivement être dehors. Et on a pas mal abordé la question de garant citoyen, de citoyen garant, du rôle d'un groupe de citoyens, ou en tout cas l'élaboration, la coélaboration avec les citoyens d'un espace qui puisse leur garantir la démarche et la pérennité, l'installation de la garantie de cette démarche, en fait. Donc on a pas mal travaillé là-dessus. Et puis sur l'évaluation aussi, en se disant, in fine, et je vais arrêter là parce que j'ai pas assez de recul par rapport à ce qui a été dit, mais que finalement, ces démarches de garantie et d'évaluation sont assez bien structurées dans les grandes démarches participatives, les conventions citoyennes, mais peut-être qu'elles auraient besoin d'être structurées et stabilisées avec tous les critères dont on a parlé pour l'ensemble des démarches, et que finalement, on a plein d'endroits, plein d'espaces où on fait des démarches participatives sur lesquels on n'est pas peut-être suffisamment attentif à ces questions de garantie, qui sont un des éléments de la confiance, en fait, dans la démarche. Voilà. Swan, de ton côté? Oui, je tiens à présenter mes excuses à Frédéric, parce qu'en effet, vous n'avez pas pu naviguer dans les salles, et désolé pour tous les problèmes techniques. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a quand même réussi à avoir des discussions qui étaient super intéressantes, et à les enregistrer. Donc au moins, on n'a pas perdu la matière, et ça, c'est quand même important. Mais voilà, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Mais c'était super. Nous, on travaillait sur le CARE. On a eu des super échanges sur les questions nécessairement d'inclusivité, d'espace en non-mixité, sur l'éducation populaire, sur la nécessité de recréer des espaces de politisation, pas forcément évoquer les plafonds de verre qu'on avait en participation, sur la participation qui est parfois monopolisée par les classes plutôt bourgeoises, euh, culturellement et économiquement. Donc, c'était intéressant de pouvoir retracer tout ça à travers des expériences personnelles et des constats un peu plus généraux qu'on peut tous et toutes avoir. Donc, c'était très enrichissant, et encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont pu participer. Voilà. Caroline, est-ce que tu veux dire un mot? J'ai pas grand-chose de plus à ajouter à part un grand merci pour du coup les échanges. Enfin, on est passé assez facilement en échange à l'oral, et on a un peu mélangé avec le chat, et c'était hyper productif et très intéressant. Et merci aussi à Eric qui a quand même sauvé un petit peu en jouant les co-animateurs avec brio. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, il est 14 heures. On vous a promis d'arrêter à 14 heures. Si vous voulez, avant de partir, mettre dans le chat un mot, une remarque, avec quoi vous partez. On fera de toute façon un compte-rendu de tout ce qui a été dit. Tout sera mis sur le site. Et si vous vous êtes inscrit, on devrait vous envoyer les éléments. Juste donnez-nous quand même quelques jours, voire quelques semaines, parce on a plein de comptes rendus à faire. Mais voilà, vous pourrez avoir accès à tout ça. Mais n'hésitez pas là dans le chat de mettre quelques éléments avec lesquels vous repartez, ou du coup avec les discussions qui ont eu lieu. Est-ce que ça vous donne une piste pour avancer? Voilà, bien évidemment, c'est trop court, c'est succinct, etc. Mais on aura d'autres ateliers et d'autres temps sur lesquels vous pourrez nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci Albert. Merci Aurélia. Merci pour les mails, on les note. Merci Caroline. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. Au Merci à revoir. vous. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt. Merci. Wow. Au revoir. À Merci. bientôt. Au Merci revoir. à vous. Mhm.
Alors, on a quelques-uns qui sont encore là. Tu peux arrêter l'enregistrement peut-être, Sylvie, si tu veux. Alors, attends, j'arrête l'enregistrement. Toc, 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 toc. Moi aussi, j'arrête le mien. Arrêter l'enregistrement. Attends, où est-ce que j'en suis? Voilà, c'est bon.